Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir physiquement, vous qui êtes dans notre hémicycle, qui est déjà naturellement froid. Mais alors, quand on est si peu nombreux, et en plus avec procédure de Covid, masqué 1 sur 2 sur 5 rangs, on a l'impression d'être tous perdus. Voilà. Donc je vous invite à vous sentir quand même très chaleureusement accueillis. En tout cas dans les cœurs, au cours de cette réunion qui est importante pour nous tous, je crois, et qui a pour objectif principal d'être opérationnel. Voilà, et donc je suis heureux au nom de Christelle Morancet d'ouvrir et puis de vous laisser ensuite avancer pour se dire finalement de ce fonds de transition juste, qui est à la fois une chance formidable pour une raison simple, c'est qu'il y a de l'argent, 69 millions d'euros, mais en même temps une chose curieuse dont il faut bien se dire que personne ne connaît vraiment ce que c'est tout à fait. Et qui n'est pas non plus ce qu'on pourrait penser être, c'est-à-dire un appui à la décarbonation du territoire, mais plutôt un appui de compensation de ce que pourrait entraîner la décarbonation du territoire. Voilà. Autrement dit, déjà dans cet intitulé, on comprend toute la complexité de cette chose dont nous nous réjouissons néanmoins de façon forte. Et donc l'objectif de la réunion de tout à l'heure, c'est vraiment, une fois qu'on a dit que c'était un levier efficace, plutôt un levier important, c'est d'en faire un levier efficace. Voilà. Et donc je remercie chacun d'entre vous, en particulier l'INSEE qui a bien travaillé avec nous pour se dire comment on va faire pour employer ces 69 millions d'euros. Et je crois qu'il y a une présentation aussi qui refera le point précis sur notamment la question de savoir de quoi l'on parle. Nous, ce qu'on a comme souhait particulier au niveau de la région, c'est en fait deux choses. La première, c'est de faire en sorte qu'on mette bien en concordance et le pacte de Cordemais et le fonds de transition juste, qui doivent être deux faces de la même pièce et qui doivent éviter d'être contradictoires dans nos engagements. Voilà. Autrement dit, faisons une chance et pas une complexité ou une logique de tuyaux d'orgue tellement séparés que ça n'aurait pas d'effet. Et je le dis avec d'autant plus de force, enfin en tout cas d'exigence pour nous collectivement, que on est en même temps dans cette période-ci. Si on pouvait, je pense, couper les micros qui sont... je pense qu'il y a tel ou tel qui est en visio qui a un micro ouvert. Voilà, ou peut-être qu'on peut le couper, je ne sais pas. Voilà, ce que je disais, c'est que y a ces éléments précis territoriaux à cet endroit-là qui doivent aussi être mis en perspective et en parallèle d'un autre travail qui est fait, qui n'est pas directement lié à cette opération-là, mais qui est important quand même, qui est la stratégie portuaire, pour lequel la question de l'avenir du Grand Port et donc du coup de sa place dans l'estuaire est aussi intimement liée à l'activité des hydrocarbures. Et on sent bien dans les débats qu'on a en ce moment avec la totalité des acteurs que y a des décisions qui sont prises, y compris financières, y compris par des grands acteurs qui nous permettent d'imaginer qu'on va prolonger des modèles qui sont amenés à disparaître pour autant. Il y a des questions qui sont sur la table de façon très forte, notamment sur Cordemais. Les collectivités ont fait un effort financier à plus de 100 millions d'euros sur les questions de desserte et de notamment ferroviaires qui ont un impact et qu'on assume pleinement. Mais on voit bien que la stratégie de tous les acteurs doit être quand même coordonnée à ces engagements-là, quoi. Autrement dit, si on se retrouvait avec tout d'un coup des disparitions complètes d'activités, comme on a pu l'avoir avec la période du Covid, alors qu'on n'a même pas fini d'engager des investissements qui sont extrêmement coûteux, on ne serait pas cohérent. Voilà. Alors, on ne fera pas un monde parfait, parce que la réalité, c'est qu'on est en telle transition qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des à-coups et que peut-être que ce ne soit pas totalement ajusté. Mais il n'empêche qu'on a un devoir commun qui est quand même extrêmement fort de faire en sorte que...
Alors, on me glisse, mais c'est forcément faux, qu'à la sous-préfecture de Saint-Nazaire, il pourrait être utile de vérifier que le micro soit fermé. Je prends les précautions nécessaires, hein, parce que quand la région parle à l'État, on ne peut pas se permettre de donner un ordre. Voilà. Bon, très bien. Voilà, donc c'est le premier sujet qui est pour nous vraiment important, c'est de chercher à avoir cette cohérence avec le pacte de Cordemais dans cette démarche-là. Voilà. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'on puisse, comment dirais-je, bien s'approprier cette chose que la Commission elle-même a eu du mal à définir, la Commission européenne. Voilà. Et donc on se donne, nous aussi, la capacité de, je ne vais pas dire d'innovation, mais en tout cas de propositions assez puissantes pour que, le cas échéant... Bon. J'ai vraiment rien, et au départ ça faisait un gros... Je vais avoir du mal à poursuivre, voilà. Non mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, l'objet de l'après-midi, c'est d'abord de partager le diagnostic fait par l'INSEE et puis partagé par l'ADEME, avec un objectif qui est maintenant une obligation, je pense, pour nous tous, c'est d'arriver à un résultat rapide, puisque désormais le temps est compté. Voilà. Je pense qu'on m'entend tellement pas qu'on n'entend pas non plus qu'il faudrait fermer les micros. Voilà. En tout cas, je vous souhaite et je nous souhaite une bonne après-midi de travail et je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Et merci. Finalement, c'est beaucoup mieux sans micro. Ceux qui ont fait l'effort de venir. C'est un hasard ou ça s'arrête au moment où... Ouais. Et alors, ce que vous avez dit, c'est que c'est la deuxième fois que bon travail, merci, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Du coup, juste pour rebondir sur ce qui a été dit par Antoine Chéreau, par rapport à la définition un petit peu de cet objet un petit peu particulier, on vous a laissé à l'entrée de l'hémicycle une sorte de guidance qui a été réalisée il y a assez peu de temps par la Commission, qui permet un petit peu de donner la lecture que fait la Commission du règlement de fonds de transition juste. Donc c'est assez intéressant comme document parce que justement... C'est pas possible. Ça... Mais en fait on n'entend pas du coup quoi, parce que... Ils nous entendent pas? Bah, on peut pas les débrancher tout simplement Mais on la débranche systématiquement, moi, je sais pas. Enfin, je veux dire, du coup, au bout d'un moment... Voilà, tant pis. Hein. Mais elle rallume systématiquement, je ne sais pas comment on coupe. Mais on peut... Bah, je suis désolé, mais la sous-préfecture de Saint-Nazaire va falloir trouver une solution parce que sinon on ne pourra pas faire l'atelier hein, dans ces conditions-là. Est-ce qu'on peut les débrancher provisoirement? Oui, bah tant pis, provisoirement on peut leur demander de quitter l'atelier hein, parce que là, je suis désolé, mais déjà vis-à-vis de Monsieur Chéreau, c'était quand même pas forcément fantastique. Et puis pour la bonne tenue de nos échanges collectifs, je pense que c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, donc je disais, il y a une guidance qui vous a été un peu laissée. Je vous laisse la prendre si vous ne l'avez pas prise au passage, mais c'est un document, je pense, qui vaut la peine d'être lu pour chausser un petit peu les lunettes de la Commission par rapport à ce fonds de transition juste. Je vais me permettre de revenir au PowerPoint, si éventuellement on est en capacité de le projeter. Du coup, est-ce qu'on peut... Je suis désolé, mais s'il n'y a qu'un participant qui ne peut pas, bah, tant pis. Hein. Enfin, on avance. Hein. Enfin,
Donc moi je voudrais bien qu'on passe sur la partie diaporama. On ne va pas gérer les connexions de tous nos... Si quelqu'un a le numéro de portable de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, ça peut peut-être être bien de passer un petit message quand même. Voilà, merci. Et du coup, on peut peut-être revenir au PowerPoint maintenant? Toujours pas? Hein, Sophie, du coup? Peut-on revenir au PowerPoint, s'il vous plaît? Non? Peut-être vous proposer un petit intermède musical? L'INSEE me dit qu'elle a une belle voix. Ok, bon, bah merci. Du coup, l'ordre du jour aujourd'hui, c'était donc de revenir sur ces... Donc voilà, on va faire un atelier, on va pouvoir discuter sur des propositions et arriver, si possible, effectivement, à du contenu le plus opérationnel possible. Mais dans un premier temps, on va quand même, comme on le disait, donc je vous parler de cette guidance, on va revenir quand même sur le fonds de transition juste, un petit peu c'est quoi, pour savoir de quoi on parle. Première étape. Deuxième étape, on va vous présenter, alors ça sera l'INSEE qui le fera, les grandes lignes diagnostiques territoriales qu'on a menées, notamment pour mesurer les principaux impacts de la transition vers une économie neutre sur le territoire concerné, donc qui est celui du pacte de Cordemais. Voilà. Et puis à la fin, donc, sur cette base-là, on ira en atelier, 2 ateliers, un atelier diversification économique, un atelier compétences. Et puis on se retrouvera ici pour la synthèse, avec encore une fois l'objectif d'avoir un maximum d'éléments opérationnels, puisque Antoine Chéreau l'a dit, mais un des éléments nouveaux qui a été porté à notre connaissance il y a peu de temps par la Commission, c'est que jusqu'à présent, on pensait qu'on pouvait faire un dépôt de nos éléments FTJ, Fonds de transition juste, dans un deuxième temps par rapport à notre programme régional FEDER-FSE. Mais en fait, la Commission nous a indiqué que si on procédait comme ça, la date d'éligibilité pour le fonds de transition juste serait celle du moment du dépôt et non pas celle du 1er janvier 2021 inscrite dans le règlement. Donc les régions n'ont pas trop intérêt à retenir cette méthode-là et ont tout intérêt, même si c'est pas facile, à essayer de récupérer le calendrier du programme opérationnel FEDER-FSE, qui est un peu le vecteur porteur du FTJ en région. Et donc d'essayer de viser quelque chose de bouclé, mais on y reviendra plutôt pour mars prochain. Du coup, directement pour rentrer dans le vif du sujet sur le fonds de transition juste, c'est quoi? Donc là, ça va peut-être être des rappels, mais comme on a autour de nous des gens qui, pour qui parfois ça sera la première occasion de vraiment avoir une présentation sur ce sujet. Donc c'est un fonds qui avait été proposé par la Commission européenne dans ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen. Donc c'est un fonds qui a pas la même antériorité que les autres. Et il a été adopté, alors le règlement a été adopté, pour le coup comme les autres fonds, en juin 2021. Donc d'ores et déjà avec 6 mois de retard, on va dire, par rapport à une programmation qui, dans les règlements, commence au 1er janvier 2021. Ce fonds, il a pour objectif d'accompagner la transition verte donc, de l'Europe, notamment la neutralité carbone, à l'horizon 2050. Donc voilà, donc, pour atteindre ces objectifs, il fallait créer de nouveaux instruments pour accompagner certains territoires, certains pays. C'était notamment le cas de la Pologne par rapport à des problématiques de centrales à charbon. Dans le même diapo, on rappelle un petit peu les objectifs quand même sur lesquels la France s'est engagée à l'horizon 2030. Hein. Donc c'est quand même la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, une part d'énergie renouvelable d'au moins 32%, et l'amélioration d'au moins 32%, enfin 32,5% de l'efficacité énergétique. Voilà, donc des objectifs qui sont relativement ambitieux, hein, qui s'appliquent au niveau européen et national. Sur cette base, donc voilà, un fonds qui est là pour accompagner une transition,
Il y a trois à l'intérieur du pacte vert européen, et on a un mécanisme de transition juste avec trois piliers. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le dernier, le Fonds pour une transition juste. Il faut juste avoir en tête que quand on émarge sur un territoire de transition juste, donc le territoire du pacte de Cordemais, sous réserve que la Commission valide bien cette proposition, on a donc la possibilité d'accéder à trois outils. Le premier, c'est le fonds de transition juste, c'est celui qui nous occupera aujourd'hui. Pas oublier que du coup, il y a aussi des possibilités, plutôt sous forme de prêts, pour le secteur privé, avec un dispositif qui s'appelle InvestEU, qui sont des instruments financiers gérés au niveau communautaire, là aussi qui sont censés pouvoir, notamment pour les entreprises, donc faciliter, atténuer les effets de la transition. Et puis il y a aussi une facilité qui est pour le secteur public qui est prévue. Donc voilà, c'est entrer dans le territoire, dans le territoire de transition juste, on a bien accès à ces trois outils. Alors c'est vrai que localement, on s'est quand même plutôt intéressé à l'outil qui nous revient, celui du Fonds pour une transition juste. Ce fonds pour une transition juste, donc, il permet donc il faut d'abord avoir identifié un territoire dépendant aux énergies carbone. Donc c'était tout l'objet de la géographie, de la proposition de géographie qui a été faite par la France vis-à-vis de la Commission. Il faut déterminer une trajectoire vers la neutralité carbone et les impacts économiques et sociaux pour ce territoire de cette trajectoire vers la neutralité carbone. Et donc en fait le FTJ, ça a été dit par Antoine Chéreau, il est là pour compenser ces impacts économiques et sociaux, notamment et en priorité par le biais de la diversification des économies locales et la reconversion ou perfectionnement des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des projets en lien avec la décarbonation ou le développement durable, mais il faut toujours pouvoir raccrocher ces projets aux impacts qui ont été mis au jour par le diagnostic. Donc il y a un narratif à avoir par rapport au projet qu'on pourra sélectionner en disant ce projet répond bien à telle conséquence de la transition décarbonée identifiée dans le diagnostic du plan de transition juste. On peut passer peut-être à la diapo suivante. Alors du point de vue, quelques éléments là aussi de repère. Donc au départ, il y avait deux régions identifiées. La région Pays de la Loire s'est quand même mobilisée et ça a été aussi relayé par l'État pour que le fonds soit un petit peu élargi à d'autres régions. En plus, du coup, par rapport à ce qu'il y avait initialement sur la table d'un point de vue financier, le plan de relance européen est venu augmenter l'enveloppe disponible en France pour qu'elle atteigne à peu près 1 milliard d'euros. En Pays de la Loire, la proposition, ça a été de dire finalement, c'est le territoire du pacte de Cordemais qui nous semble le plus pertinent, puisque lui-même déjà très dépendant au carbone est concerné par une décarbonation effective avec la fermeture programmée de la centrale de Cordemais. Voilà, donc sur cette partie géographique, il faut juste avoir en tête qu'à l'heure actuelle, officiellement, en tout cas, ça n'a toujours pas été validé par la Commission. On travaille un petit peu dans ces conditions un peu particulières où on n'a pas, l'État vient tout juste de transmettre à la Commission il y a quelques semaines cette nouvelle proposition de géographie sur laquelle au départ la Commission avait émis un petit peu de doute en disant que c'était peut-être pas suffisamment concentré. Donc ça a été transmis. Maintenant, on verra ce qu'en pense la Commission. Localement, on pense quand même que le territoire du pacte de Cordemais coche beaucoup de cases par rapport à ce qui était attendu quand même de la part de la Commission. Par rapport à la définition d'un territoire en transition, éligible pour le fonds de transition juste. Désolé de rentrer un tout petit peu dans la technique, mais donc à la fin, il faut que ce soit mis en place via des plans territoriaux de transition juste. Donc ça sera porté en partie la stratégie par le programme opérationnel FEDER-FSE. Donc on va insérer notre plan de transition juste à l'intérieur. Et ça serait trop simple, on est sur des fonds européens, donc il y a une partie des fonds qui sera, je dirais, gérée par la région pour tout ce qui est diversification économique, et une autre partie, on va dire le volet compétences ou le volet un peu social, qui sera gérée par l'État.
Et donc ça se retrouve un petit peu là dans le petit tableau financier que vous avez. Ça veut dire qu'on aura 69 millions d'euros pour le territoire des Pays de la Loire, dont 48 gérés par la région pour la diversification économique, et 21 pour l'État, pour tout ce qui est volet compétences. Voilà. Et puis le taux d'intervention du FTJ, c'est 70% maximum, ce qui est un petit peu plus que les autres fonds européens. Et puis dans ce tableau, vous voyez qu'il y a un effet relance, ce qui fait qu'il y a à l'intérieur des fonds qui nous sont alloués, des fonds qu'on doit mobiliser encore plus vite. C'est le cas par exemple sur donc, les 48 millions à disposition de la région pour la diversification économique. Il y en a 27 qui sont à mobiliser avec un calendrier encore plus ambitieux qu'une programmation classique. Voilà, donc une contrainte supplémentaire sur ce fonds qui nous obligera aussi, dans le plan de transition juste et la stratégie d'action, à bien avoir aussi en tête les facilités après pour pouvoir gérer ces fonds de manière relativement diligente et efficace. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc voilà, donc, en termes de logique de construction, il fallait, dans cette petite frise, avec un schéma parfois c'est plus facile de résumer les choses, il fallait identifier un territoire dépendant au carbone, avec des impacts potentiels importants de la trajectoire vers la neutralité carbone. Donc je vous le disais, le choix de la région en décembre 2020, ça a été de dire on reprend la même géographie que le territoire du pacte de Cordemais. Ensuite, il fallait réaliser un diagnostic justement sur ce territoire des impacts, des principaux impacts économiques et sociaux liés à cette transition vers la neutralité carbone. Donc du coup, la région s'est rapprochée de l'INSEE et on aura l'occasion de présenter ces éléments-là, qui seront d'ailleurs en plus enrichis d'une étude qui avait été faite par l'ADEME au titre du pacte de Cordemais sur les emplois verts les gisements d'emplois d'avenir. Et puis sur la base de ces principaux impacts, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, cet atelier de concertation, où on doit identifier des enjeux et définir une stratégie d'action à partir du menu possible du fonds de transition juste, sur lequel on va revenir dans les diapos suivantes. Donc tout ça doit aboutir sur notre plan territorial de transition juste, qui sera donc une annexe du programme régional FEDER FSE, FTJ, et puis une annexe également du programme national, donc maintenant il faut dire FTJ, avant c'était FSE, voilà. Donc l'objectif des ateliers, vous allez voir, c'est d'essayer d'identifier des vraies pistes d'action pour contribuer à la stratégie d'intervention du FTJ, donc c'est vraiment pour répondre aux principaux impacts identifiés dans le diagnostic territorial. Et je le redis, il faut bien qu'on intègre aussi la contrainte de gestion, calendaire notamment, liée à ces futurs fonds qui devront être mobilisés pour une bonne partie d'entre eux de manière quand même assez rapide. Voilà. Là, c'est peut-être là aussi pour avoir un petit peu des repères. On a essayé de représenter ça sous forme de cercle concentrique. Donc le fonds pour une transition juste, en fait... vous le verrez aussi dans le document de la commission. Elle sépare les éléments qui sont contenus dans l'article 8, je crois, du FTJ, avec un cœur d'intervention du FTJ, où pour le coup, c'est le cœur d'intervention prioritaire selon la commission. C'est tout ce qui est investissement productif dans les PME, investissement dans la création de nouvelles entreprises, c'est tout ce qui est diversification économique, et aussi le volet donc perfectionnement et reconversion des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Donc là, sur ces éléments-là, quelque part, la Commission ne discute pas, elle considère que ça devrait être la priorité d'intervention du FTJ. En tout cas, c'est vraiment là où il y a le moins de conditions qui sont émises par la Commission pour les inscrire. Donc je répète, investissement dans les PME, création de nouvelles entreprises ou services, enfin voilà, donc les incubateurs, et puis le perfectionnement et la reconversion des travailleurs. Après, si on élargit un tout petit peu le cercle, il y a un deuxième rang, si j'ose dire, d'actions éligibles. Alors là, la Commission nous dit que c'est éligible à condition qu'on arrive vraiment à montrer que c'est une réponse aux impacts identifiés dans le diagnostic. Et c'est là où on peut trouver quand même un menu relativement ouvert,
donc avec notamment tout un tas de choses autour des énergies renouvelables ou des énergies tout court, puisqu'on va retrouver les investissements dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, le déploiement de technologies et des systèmes d'infrastructures pour des énergies propres. On a aussi la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbains, les investissements dans la production de chaleur, l'alimentation à partir de sources d'énergie renouvelables. Alors bien évidemment, à chaque fois, on est dans les énergies renouvelables. C'est ce que vous avez un petit peu là sur le schéma, dans le deuxième cercle en haut à gauche. On va retrouver également des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friches. Retrouver des choses autour de la mobilité locale intelligente et durable. Des investissements aussi dans le numérique. Des investissements dans les activités de recherche, d'innovation, la promotion du transfert de technologies de pointe. L'économie circulaire n'est pas en reste sur la partie je dirais, investissement. Et puis après, sur le volet plus compétences, on va retrouver aussi la possibilité d'accompagner des activités dans des domaines de l'éducation et de l'inclusion sociale, l'inclusion active des demandeurs d'emploi et de l'aide à la recherche d'emploi à l'intention des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc je le redis, ce deuxième cercle, le lien avec les impacts est vraiment à démontrer. Et d'autant plus à démontrer que du point de vue de la Commission, en fait, vous allez retrouver un peu des champs d'action qui peuvent être portés par le FEDER ou le FSE. Et donc justement, dans le raisonnement de la Commission, c'est de dire que si vous n'êtes pas capable de démontrer le lien avec les impacts pour ce territoire-là, la neutralité carbone, enfin voilà, les impacts liés à cette transition, bah justement, ça prouve que cette action, elle pourrait très bien être portée par le FEDER ou le FSE, et auquel cas, elle n'est pas éligible au FTJ. Voilà. Donc c'est vraiment avoir ce narratif qu'il faut aussi créer entre les actions pour pouvoir les rattacher à cette stratégie liée au plan de transition juste. Et puis, il ne faut quand même pas l'oublier, on l'a mis dans un troisième rang, il y a des possibilités d'intervention, je dirais, très encadrées, sur lesquelles la Commission quand même nous laisse entendre que c'est quand même pas forcément vers là qu'il faudrait regarder en priorité, mais après tout, les règlements le prévoient. Il y a notamment tout ce qui est soutien aux grandes entreprises. De manière générale, alors, vous savez, sur tous les fonds européens, c'est un leitmotiv de cette nouvelle programmation. La Commission considère que le vecteur principal sur lequel il faut investir, ce sont les PME et que les grandes entreprises, globalement, ont d'autres sources de financement. Donc elle regarde ça avec beaucoup de, je dirais, d'attention et elle y met quand même pas mal de conditions. Alors il y a le soutien aux entreprises, notamment pour tout ce qui est en plus investissement productif, où là c'est encore plus encadré, puisque au titre du FTJ, il faut faire le lien avec ce qu'on appelle les zones AFR. Et donc voilà, c'est pas impossible, mais il faut juste se dire que c'est quand même des cas très particuliers, liés à un territoire particulier, et puis à regarder très finement. Donc il ne faut pas l'exclure, mais il faut se dire que c'est la voie la plus compliquée. Et puis il y a aussi la possibilité d'intervenir sur un certain nombre d'installations, là pour le coup vraiment pour faire de la décarbonation. On l'a mis dans le troisième cercle parce qu'en fait, d'une part, la plupart du temps, on va se retrouver sur ces installations-là avec les limites liées aux grandes entreprises. C'est rarement des petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de ces sujets-là. Dans la liste qui est donnée dans le règlement, on va retrouver par exemple les raffineries. Donc c'est possible d'intervenir, mais moyennant ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux grandes entreprises. Et en plus, il faut que ce soit sur des projets extrêmement ambitieux de décarbonation par rapport à des standards européens très exigeants. Donc quand la Commission en parle, elle nous dit que c'est quand même pas le casting pour n'importe quel projet, donc ça peut se regarder, mais encore une fois, c'est quand même la voie la plus compliquée. Voilà pour une présentation, je dirais, du plus simple au plus compliqué de ce fonds pour une transition juste. Je trouve que visuellement, ça permet quand même un petit peu d'organiser ensuite nos débats dans le cadre des ateliers. Voilà. Et puis avoir en tête quand même qu'il y a un certain... Le règlement dit explicitement qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont exclues. Là, c'est encore plus simple. Donc c'est tout ce qui est le démantèlement et la construction de centrales nucléaires. Donc c'est explicitement exclu du champ du fonds de transition juste. Idem pour tout ce qui va autour du tabac. On ne peut pas non plus financer des entreprises en difficulté. Et tout ce qui est production, transformation, transport, distribution, stockage ou combustion de combustibles fossiles est également exclu. Voilà pour un premier survol
de ce que c'est que le fonds de transition juste. Donc au travers de ce règlement hein, que éventuellement je vous invite à consulter, et encore une fois du document de la commission qu'on laisse à votre disposition, qu'on pourra d'ailleurs renvoyer par mail par la suite, qui donne un petit peu de corps à ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on avait prévu un petit temps de questions-réponses à ce stade. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans l'hémicycle, soit en ligne? Sachant que si c'est sur le chat, il faudra me prévenir. C'est clair, hein, c'est gentil. Je ne t'entends pas du coup. Il y a une main levée? Oui. Et du coup, on peut rouvrir les micros ou c'est fermé? Sur Teams en fait. Mais normalement, Caroline Six. Donc pour ma compréhension, du coup... Donc là, maintenant, plus personne n'a de micro. C'est juste pour savoir. Oui, allô, allô. Oui. Éventuellement, si vous pouvez... On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez reposer la question? Oui, bonjour. Oui, Caroline Six de l'incubateur Atlanta. Il y a beaucoup d'écho, mais... Bah, moi, je proposais, parce qu'il faudra qu'on soit pragmatique, donc je pense que on fera plus d'ateliers en hybride, c'est trop compliqué. Mais peut-être que du coup, on va utiliser uniquement le chat. Je suis désolé, hein, mais on a déjà été confronté à un autre atelier où ça a été compliqué. Est-ce que c'est juste possible à ce moment-là d'écrire les questions et puis on les lira et puis on y répondra en direct, mais je peux pas proposer mieux parce que là, ça fait un écho. Voilà. Merci. En attendant, est-ce qu'il y avait des questions éventuellement dans l'hémicycle? Ouais. Je vous remercie. Bonjour. Hubert Révèle-Linger de LNJ. Il y a même de l'écho en salle. Non, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Hubert Révèle-Linger de LNJ, j'avais une question sur... donc on a des projets à LNJ, donc je ne sais pas s'ils seront éligibles ou pas au FTJ, mais je veux savoir comment ça va fonctionner, s'il y a un guichet, des dates à laquelle il faut déposer ces dossiers. Alors, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de guichet. Ce qui serait possible de faire, on ne l'a pas encore vraiment initié sur le fonds de transition juste, pour un certain nombre d'autres fonds qui sont plus avancés, FEDER, FSE, de la future génération, on a mis en place un formulaire de préintention en fait, qui permet de prendre date. C'est pas le portail des aides qui lui n'est pas encore totalement opérationnel pour les futurs fonds. Mais ça permet éventuellement de déposer une intention au niveau de la région, ce qui peut pour certains projets avoir du sens, puisque je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais il y a une règle qui s'appelle l'incitativité, et il faut parfois avoir prouvé que on a fait la demande de fonds européens avant que le projet n'entre dans certaines phases. Donc on pourra peut-être, si vraiment, on verra ça peut-être après les ateliers, mais si vous avez vraiment des sujets précis, ça peut être une des solutions, sachant que pour le moment on ouvrira plutôt le portail des aides et les guichets à peu près, l'idée c'est plutôt en lien avec la validation par la commission. Et donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est nous on a pour objectif de déposer nos éléments courant mars. Ensuite, il y aura quand même une phase de négociation avec la commission. Et de toute manière, la commission nous a indiqué qu'elle ne validerait pas de programme opérationnel avant juin 2022, quel que soit le fonds. Donc ça veut dire que
on sera pas opérationnel avant juin 2022. Juste avoir en tête que c'est, je le redis, si on arrive à faire ce qu'on a prévu, c'est-à-dire de déposer en même temps que le PO FEDER FSE, ça devrait nous assurer une date d'éligibilité des dépenses qui est celle des règlements au 1er janvier 2021. Je ne sais pas si vous me suivez encore, mais c'est quand même tout l'enjeu d'arriver à être sur le même calendrier que le FEDER FSE, parce que si on n'y arrive pas, du coup, la date d'éligibilité, ça sera celle du dépôt du FTJ, qui pourrait être, je sais pas moi, avril, mai 2022. Et pour certains projets, ça pourrait quand même être un petit peu compliqué. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Ouais. Il y a 2 questions dans le chat. Alors, donc, il y avait une question sur le chat. La nature des entreprises incubées doit-elle répondre à certains critères spécifiques? Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'on peut en dire. C'est des PME, c'est par rapport à la nature de ce qu'on a, par rapport au type d'entreprise, c'était les PME. Après, sur les secteurs d'activité, c'est pas tant ça, c'est un peu la présentation qui a été faite, où dès lors qu'on est dans l'objectif un peu de création d'activité et qui vient compenser en fait les impacts économiques et sociaux de la transition. Donc je ne sais pas si c'est celle-ci la question, est-ce que c'est le type d'activité des entreprises? En tout cas, sur la typologie, c'est sûr qu'on est quand même sur une cible prioritaire, encore une fois plutôt les PME, sur tout ce qui est incubation, enfin voilà, ça c'est certain. Après, sur la typologie, est-ce qu'elles doivent être innovantes ou choses comme ça? À ce stade, moi, je ne saurais pas en dire forcément beaucoup plus. Enfin, l'idée, encore une fois, c'est plutôt quand même d'aller vers la transition. Donc, c'est pas forcément de soutenir des secteurs qui ne seraient pas en lien avec cette transition vers la neutralité carbone. Mais parfois, on n'a pas forcément tous les éléments pour répondre, comme on le disait. Peut-être que la guidance en question donne quelques éléments complémentaires. Il faudrait peut-être qu'on regarde là-dessus pour répondre de manière précise à cette question. Et puis donc le fonds mobilisable uniquement par les entreprises ou également les structures d'accompagnement comme l'incubateur soutenu par le ministère de la Recherche. Pour moi, là c'est pareil, c'est quand même des questions extrêmement... Sur l'équipe d'action, en fait, c'est pas que de l'accompagnement entreprise, c'est y compris des incubateurs, tel qu'écrit le type d'action aujourd'hui dans le règlement. Donc a priori, au regard de ce qui est écrit aujourd'hui, rien n'empêche d'envisager que des structures d'accompagnement puissent également être soutenues par le fonds de transition juste. Par parallélisme, en plus, c'est ce qui se pratique aujourd'hui sur le FEDER, donc oui, je vois pas. Je pense que ça, pour le coup, on peut considérer que c'est possible. Et quelle est l'assiette financière des projets éligibles au FTJ? Plancher et plafond, en tout cas le plafond, c'est les fonds disponibles. 69 et puis 48, 21. Aujourd'hui, il n'y a pas de plafond. Ça, c'est des choses qu'il faudra définir par la suite. Au regard, encore une fois, il faut déjà typologie d'action. Et puis après, on regardera sur les projets. Et puis, il faudra un petit peu regarder ce qui sera possible de faire. Mais là, ce n'est pas les règlements, en tout cas, qui capent ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, il y a un nouveau message en bas, donc peut-être. Le taux d'intervention, c'est ce qu'on vous avait mis dans une des diapos. On peut aller jusqu'à 70% maximum. Alors c'est un maximum, c'est comme pour tous les fonds européens. Donc après là aussi, il y a une stratégie qui peut être liée à la manière dont on veut le consommer, plus ou moins rapidement. Oui. Pour aller un tout petit peu plus loin sur les types de structures éligibles, on a parlé PME, incubateur, mais est-ce qu'on est bien sur un fonds qui peut aussi être mobilisé par des collectivités ou par des structures parapubliques? Le son n'est pas extraordinaire, mais ou alors tu parles peut-être pas assez fort. J'ai compris qu'il serait mobilisable par les collectivités, c'est ça? C'est ça, collectivité, établissement public ou structure. Il n'y a pas de... Oui, pour le coup... Les projets peuvent être portés par les collectivités, par des acteurs publics. Au contraire, ça sera même parfois plus facile du point de vue des questions de régime d'aide d'État. Donc,
Non, c'est tout à fait possible, ça. D'ailleurs, enfin, ce que je disais, il y a aussi alors c'est pas le fonds de transition juste, hein, mais il y a un des piliers du mécanisme de transition juste qui vise justement le secteur public par le biais de prêts spécifiques liés au fonds enfin, je dirais, au mécanisme de transition juste. Est-ce que c'est peut-être suffisant du coup, parce qu'on aura peut-être l'occasion dans les ateliers aussi de répondre à des questions un petit peu plus techniques. Je pense qu'il est déjà 14h50, on peut peut-être passer à la partie diagnostic. Merci. Bonjour à tous. On a travaillé avec la région pour essayer d'objectiver un peu les éléments. Finalement, la transition juste, c'est quoi? Combien de personnes pourraient être concernées? Quel accompagnement il est nécessaire de faire? Et on s'est appuyé sur une étude réalisée par l'ADEME pour la partie prospective économique, parce que le fonds, il va au-delà du diagnostic aujourd'hui, hein, mais c'est qu'est-ce qu'on envisage de faire demain sur le territoire. Donc, comme il y avait l'étude de l'ADEME en cours, on s'est appuyé sur ces éléments. Donc, selon si vous avez des questions, je passerai la parole à Benoît Lacroix qui est avec nous. Donc, pour donner quelques éléments de cadrage, le département a une vraie spécificité par rapport au national, en fait, donc à la France, en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Donc là, on a parlé un peu de gaz à effet de serre, mais plus précisément, on parle d'émissions de dioxyde de carbone. Il y a une concentration extrêmement forte dans le département de la Loire-Atlantique sur ce qu'on appelle la branche énergie. Donc clairement, on a derrière ça production, distribution d'électricité, donc ça va être Cordemais, coquéfaction, raffinage. Donc là, c'est les raffineries, clairement, et transport par conduite, c'est transport de gaz ou autre. Par rapport à la France, il y a un poids très important de l'industrie dans les émissions de dioxyde de carbone qu'on a beaucoup moins en fait en Loire-Atlantique. Et donc on retrouve au niveau français plutôt des choses autour de l'industrie chimique, les cimentiers, la métallurgie, qui sont des particularités de certains départements qui ont été retenus dans le fonds de transition juste, mais qui ne sont pas des particularités de la Loire-Atlantique. Donc nous, on a vraiment souhaité, du coup, orienter le diagnostic autour de cette branche énergie et combien de personnes sont concernées, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner quelque part les conséquences d'une évolution de cette branche sur le territoire. Et donc, il faut voir de quoi on parle. Donc, Sophie, du coup... Donc voilà, pour regarder quel est le territoire concerné, hein, au début, c'est vrai qu'on s'était intéressé à l'ensemble du département, mais dans les faits, c'est plutôt le territoire du pacte qui est le plus important, parce qu'en termes d'émissions, les EPCI, donc les intercommunalités de Nantes Métropole, la Carène et Estuaire et Sillon, ça fait 70% des émissions de CO2 du département. Donc c'est très important. C'est principalement concentré sur la plateforme de Donge, la centrale électrique, Cordemais, puis le terminal méthanier. Donc dans les industries qui sont le plus fortement émettrices de CO2. On sait qu'il y a des transitions en cours dans ces industries, mais voilà, ça permet d'avoir une idée du poids de ces secteurs. Si on regarde en termes d'emploi cette fois, combien ça pèse et comment c'est concentré, la branche énergie, c'est 84 établissements et c'est 6000 salariés. Donc ça fait 1% de l'emploi du département. On pourrait trouver que voilà, c'est pas beaucoup, mais 1%, c'est quand même un volume assez notable. Surtout qu'il y a Nantes Métropole hein, dans le périmètre. Donc c'est un périmètre avec déjà une diversification, en tout cas sur Nantes, des activités qui est un peu plus forte. Donc les 4 principaux émetteurs là, que j'ai cités tout à l'heure, ça fait un quart de l'emploi direct de ces secteurs. Donc c'est quand même très important. Vous voyez là sur la carte la localisation des salariés sur le territoire. Donc on a 2 territoires notamment qui ont des particularités fortes. Hein, donc la Carène dans la partie raffinage, ce qui est assez logique hein, avec Donge, et Estuaire et Sillon dans la production d'électricité, donc avec Cordemais.
Donc on retrouve ces éléments. Par définition, une métropole comme Nantes, elle ne va pas avoir des spécificités très fortes. Aucune métropole n'en a. Voilà, c'est un peu normal. Il y a beaucoup de poids des activités tertiaires aussi dans une métropole comme celle de Nantes. Donc voilà, statistiquement, c'est des éléments qui ressortent pas. Mais voilà, sur le territoire, en tout cas, on voit de quoi on parle. Donc on a le territoire du pacte, donc, qui sont les zones les plus foncées. Et puis on voit finalement sur quelle zone on va pouvoir travailler. Donc, je fais un petit point sur le grand port, parce que c'est un élément important. Le grand port de Nantes-Saint-Nazaire, il va être très fortement impacté par des transitions à venir de l'évolution vers une décarbonation. Donc, c'est le 4e grand port au niveau national. Donc, on a beaucoup de travaux d'études avec le grand port maritime pour justement connaître le poids du grand port. Donc, lors de notre dernière étude, le grand port, c'est 25 000 emplois sur le territoire. Situé autour du port, bien sûr. Donc, une partie d'activités maritimes, donc 8 000 emplois maritimes, et 17 000 activités non maritimes, donc qui sont toutes les entreprises qui ont besoin de l'infrastructure du grand port pour travailler. Donc, ça pèse un poids assez important. Aujourd'hui, on sait bien que le trafic maritime du grand port, les deux principaux produits qui font le trafic, c'est le pétrole et le gaz. Donc automatiquement, si on va vers une transition vers d'autres types de production, ça va impacter le grand port. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de quantifier l'impact sur les activités maritimes. Dans les discussions qu'on a eues avec eux, on a quand même du mal à voir parce qu'ils ont aussi énormément de projets de transition. Donc, ça ne va pas être évident, c'est difficilement quantifiable. On voit que par contre, on a un impact direct quand même de la fermeture de la centrale de Cordemais. Donc, on s'est intéressé, parce que là, c'est ce qu'on a dit depuis le début, on n'est pas en train de réfléchir à la décarbonation du territoire. L'idée, c'est vraiment d'accompagner cette décarbonation et du coup, de comprendre finalement les impacts sur le territoire de cette décarbonation. Donc là, on a regardé dans un premier parti l'accompagnement, c'est quelle reconversion professionnelle va-t-il falloir. Donc les salariés qui sont concernés dans ces entreprises, qui sont-ils? Donc majoritairement, c'est des salariés qui sont un peu plus âgés que sur le reste du territoire. C'est beaucoup des hommes, en fait, une part plus forte dans ces secteurs-là. Une part aussi plus importante de cadres et professions intermédiaires qui travaillent dans cette branche énergie. Et puis, comme on a un point d'entrée territorial sur le fonds de transition juste, on a regardé jusqu'où ils allaient travailler et globalement, les territoires qui sont impactés en fait par cette transition, c'est en gros 30 minutes ou 30 kilomètres du lieu de travail. Donc ça veut dire qu'on sait que s'il y avait une évolution, quand il y aura une évolution de Cordemais, ça sous-entend que le périmètre, c'est 30 km autour de Cordemais qui peut être impacté par ces évolutions. Donc on est allé plus loin en fait de se dire oui, mais s'il y avait une évolution, qui faudrait accompagner? Donc on a regardé les métiers qui étaient concernés par ces secteurs et on a regardé si la reconversion professionnelle de ces métiers serait possible, facilement, pas facilement. Donc là, on regarde plusieurs éléments. On regarde l'âge des salariés pour voir finalement s'il y a des gens qui vont partir à la retraite dans pas très longtemps. On s'aperçoit que, en termes de territoire, on a une reconversion qui est plus simple à organiser. On voit aussi qu'il y a des secteurs qui sont sous tension. Donc automatiquement, les personnes qui sont concernées par un certain nombre d'évolutions pourraient retrouver du travail dans d'autres secteurs qui sont impactés. Donc dans les reconversions qu'on a identifiées comme étant difficiles, au sens finalement il y a assez peu de gens qui vont partir à la retraite, c'est des secteurs sur lesquels il n'y a pas de tension particulière, donc c'est le premier point qui est en gros 12% des postes du secteur.
avec des agents administratifs, des pilotes d'installations lourdes des industries. Alors, bon, moi, je ne vais pas vous décrire les métiers, je pense qu'une partie d'entre vous connaissez ça mieux que moi, mais voilà, c'est les gens qui gèrent les machines dans l'industrie, et les ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie. Donc, moi, ce que je vous cite, c'est des caractéristiques de métiers, des groupes de métiers au niveau statistique, hein, mais voilà, après, il faut identifier quels sont les métiers derrière. Donc, la difficulté, notamment pour les pilotes d'installations lourdes et les ouvriers qualifiés, c'est que sur le territoire, ils sont très, très concentrés dans ces secteurs. Donc, s'il y avait une évolution forte des secteurs de la branche énergie, automatiquement, ça, c'est des personnes qui auraient du mal à trouver des emplois sur le territoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de tension. Finalement, ils sont quand même encore assez jeunes et donc on aurait vraiment une question d'accompagnement. Donc, on a une deuxième partie de métier qui est en reconversion potentielle un peu moins contrainte, mais bon, voilà, demandera quand même un accompagnement, donc cadre des ressources humaines, hein, de manière assez étonnante, mais c'est comme ça, et technicien des services administratifs. Donc, on a identifié dans notre code couleur des métiers pour lesquels ça serait plus facile. On va jusqu'à une reconversion potentielle forte, dans l'ingénieur, cadre de fabrication et de production, cadres commerciaux, donc qui sont aussi des métiers qui sont très fortement présents dans les secteurs de la branche énergie. Eux n'auraient aucun problème à se reconvertir parce que c'est des métiers sur lesquels il y a un peu plus de tension. Et donc, automatiquement, ça demandera un peu moins d'accompagnement. Après, on voit bien que les métiers qui demandent un peu moins d'accompagnement, c'est souvent les métiers de cadre et d'ingénieur. Donc, voilà, c'est assez... souvent, c'est des métiers où les gens trouvent plus facilement du travail. Donc, sur le deuxième pan, donc ça, c'est vraiment le pan qui on veut accompagner dans cette transition et comment est-ce qu'on... finalement, quels sont les personnels dont il faut qu'on s'occupe. Et on s'est dit, mais pour aller vers quoi? Et donc, aller vers quoi? Donc là, on bascule vers quelle transition économique? Et c'est là où on s'est appuyé sur les travaux réalisés par l'ADEME. Et donc, l'objectif, c'est vraiment... c'est un objectif de prospective, là. Donc, autant moi, j'étais dans le constat. Donc, ça, c'est vraiment des éléments chiffrés aujourd'hui. Là, dans l'étude de l'ADEME, on est qu'est-ce qu'on va faire demain? Et on essaye de quantifier. Si on mettait en place tous les projets que l'on a décidés, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur l'emploi demain et vers quel type de métier on aurait besoin d'aller. Donc, ça fait le lien entre l'accompagnement des personnes. Donc, c'est là, l'ADEME s'est vraiment appuyé sur les objectifs plan climat air énergie décidés par les intercommunalités avec des objectifs précis. Et grâce à un système de modélisation, d'hypothèses, etc., je ne rentre pas dans le détail technique, à identifier des potentialités de développement. Donc ça, c'est très important pour le territoire parce que là où on est en train de se poser la question de vers où on va et qu'est-ce qu'on a envie de faire, très clairement, c'est assez important d'identifier les potentiels. Donc, dans les sujets qui ont été identifiés, il y a toutes des créations d'emplois qui sont liées à la transition énergétique. Donc, c'est l'horizon 2000, en 2018, c'est 15 000 emplois. À l'horizon 2050, ça pourrait être 28 000 emplois, donc 13 000 emplois supplémentaires. Donc là, on est en train de parler de toutes les exportations de technologies qui pourraient être liées au développement des énergies marines renouvelables, par exemple, ou du photovoltaïque. Donc il y a un vrai enjeu, finalement, à pouvoir exporter des nouvelles techniques sur lesquelles on est en train de travailler et de garder aussi un système productif sur le territoire qui nous permette de travailler, de produire ces éléments. Sur le deuxième partie qui est très importante, c'est il y a eu l'ADEME a travaillé sur des choses très précises, donc automatiquement tout n'est pas traité dans le champ de cette étude prospective, mais dans les choses qui ont été identifiées, il y a clairement une baisse des besoins en emplois locaux dans les transports.
voilà, ça c'est assez logique. Par contre, il y a une potentialité de développement dans la production d'énergie renouvelable. Donc à l'horizon 2030, c'est 800 emplois locaux qui sont identifiés. Et à l'horizon 2050, 1200 emplois locaux. Donc sur les graphiques, on voit, alors bon, c'est un petit là, mais on voit les éléments très précis dans l'étude de l'ADEME en fonction du chauffage, du photovoltaïque. Donc la partie violette, là, c'est notamment le photovoltaïque. L'éolien, c'est en orange en bas. Donc voilà, ça donne des éléments sur les secteurs qui pourraient donner un potentiel de développement. Et puis, il y a une transition très importante dont on parle souvent quand on parle d'environnement, c'est la partie rénovation des bâtiments. Donc on sait bien qu'on a un effort très important à faire en termes de rénovation et que ça impacte beaucoup dans les émissions de CO2. Donc à l'horizon 2030, ça serait 5300 emplois supplémentaires qui seraient nécessaires d'avoir dans la construction. Alors, il ne vous a pas échappé là, que la conjoncture, on n'arrête pas de parler de ces sujets, qu'il y a des tensions très fortes sur le bâtiment. Donc aujourd'hui, si on voulait atteindre les niveaux de performance énergétique qui sont demandés au niveau européen et qui sont inscrits dans les plans climat, ça veut dire qu'il faudrait recruter des personnes dans le bâtiment pour rénover ces bâtiments. Et aujourd'hui, le recrutement dans le bâtiment, c'est quand même un sujet compliqué. Donc il y a toute une question de, finalement, au moment de la transition, et puis il va sûrement y avoir une question de timing, de savoir comment tout ça se met en place, c'est comment on accompagne finalement les personnes sur le territoire pour développer d'autres types aussi d'activités. Et donc, c'est clairement le sujet de débat, c'est de comprendre. Voilà, on voit bien que c'est bien de pouvoir développer des types d'activités, mais si on n'a pas les métiers en face, ça ne va pas trop aider. Donc voilà, c'était un diagnostic rapide. Voilà. Donc vous avez bien compris, c'était une synthèse d'un diagnostic qui est quand même plutôt basé sur des domaines prioritaires. Il n'est pas forcément totalement exhaustif, on en a bien conscience, mais l'idée c'est de pouvoir intervenir sur les domaines les plus massifs. Est-ce que ça suscite quelques questions? On avait prévu un second temps d'échange à cette occasion. Donc pour les gens en ligne, plutôt via le chat, pour pas se risquer un petit incident technique, ou alors peut-être déjà dans l'hémicycle, est-ce qu'il y avait des réactions par rapport à ce diagnostic? Oui. Ouais. Le micro, s'il vous plaît. C'est vrai. Et puis bien près de la bouche, a priori, c'est efficace. Voilà. Avec le masque, donc ça fonctionne bien. C'était, si j'ai bien compris, et je crois que c'est peut-être bien de le préciser pour les travaux suivants pour les ateliers, pour la partie compétences, à savoir les demandeurs d'emploi et les salariés. Ce serait à la fois reconvertir les salariés qui sont touchés par l'impact, pas simplement de la fermeture de Cordemais, mais de l'ensemble de la décarbonation du territoire. Et ce serait bien de savoir que ce n'est pas seulement vers des métiers divers qu'on pourrait accompagner les demandeurs d'emploi, mais, si j'ai bien compris, pour compenser la perte d'emploi avec les anciennes industries, on va dire, comme Cordemais. Et c'est pour ça que ce sera peut-être encore plus important d'avoir des éléments sur le nombre de suppressions d'emplois liés à la décarbonation et en particulier la fermeture de Cordemais, pour peut-être après avoir une idée de combien d'emplois, grâce au FTJ, on pourrait accompagner vers des emplois dits non verts pour compenser la perte d'emplois sur le territoire. Alors, la difficulté, c'est aujourd'hui sur Cordemais, on connaît, on a un peu de visibilité. Donc effectivement, on a fait une estimation plus précise sur Cordemais.
on n'est pas rentré là dans le détail, de regarder le nombre d'emplois non seulement directs, mais aussi tous les sous-traitants en fait, qui étaient impactés par Cordemais. Donc ça permet de préciser aussi des éléments, hein, c'est que c'est non seulement il y a les personnes qui travaillent dans la sous-traitance, donc pour donner des éléments, il y a une partie de ces personnes qui travaillent notamment dans le bâtiment, hein, sur toutes les questions d'isolation de la centrale. Donc c'est des choses que l'on connaît un peu moins. Et il y avait, je regarde un peu, et il y avait aussi des emplois dans toute la partie collecte, traitement de déchets, illumination des déchets. Activités de services administratifs et de soutien. Donc ça, c'est vraiment les sous-traitants de Cordemais qui, au moment de la fermeture de la centrale, vont être très impactés. Et donc, on a aussi regardé les métiers qui pourraient être les plus touchés. Et puis, on sait que les gens sur un territoire, ils vont consommer. Donc, on regarde aussi les emplois en termes de consommation. Donc, voilà, automatiquement, c'est la boulangerie, c'est les services publics, c'est la santé qui pourraient être impactés. Donc là, les secteurs les plus impactés, notamment par la fermeture de la centrale, c'est tout ce qui est éducation, action sociale, et la santé, la partie administration publique, et puis les commerces de détail. Donc c'est majoritairement ça. Donc effectivement, autant sur Cordemais, on peut faire des estimations chiffrées, et c'est plus simple parce que du coup on connaît le poids de la centrale. On a travaillé avec EDF aussi pour avoir une estimation du poids et des informations sur les sous-traitants. Pour la transition de manière générale, c'est quand même beaucoup plus compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, tout est à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses sont plutôt devant nous. Donc on regarde quel poids aujourd'hui, en se disant qu'il va falloir accompagner cette transition. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les choses ne sont pas si simples. Et c'est une des difficultés, hein, de ce fonds, hein, c'est que sur ce qui est en place aujourd'hui et sur les fermetures connues, c'est assez simple. Sur quelque part les projets d'avenir, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le chat a priori? Avez-vous des données sur l'impact économique, notamment fiscalité locale? Alors, c'est ce que du coup je disais. On n'a pas. En fait, c'est difficile de quantifier si on n'a pas finalement une information extrêmement précise sur l'emploi. Donc là, on a quantifié quelque part l'emploi direct. Enfin, quand on dit les 6 000 emplois sur le territoire. On a fait un ordre de grandeur sur les emplois qui pourraient être concernés, puisque souvent le rapport entre les emplois directement concernés et puis l'impact sur le territoire, c'est de 1 à 2,5, donc au total, ça ferait 15 000 emplois. Par contre, c'est compliqué d'aller plus loin. C'est que là, on n'est pas, on est quand même en train de parler de Nantes, Saint-Nazaire. C'est quand même un peu difficile de penser que ces personnes vont aller s'installer ailleurs, c'est pas si évident, et qu'on n'ait pas de potentiel de reconversion. Donc je ne sais pas si on pourrait chiffrer l'impact sur la fiscalité locale. Ça sous-entendrait des parts d'entreprises, des parts de personnes. Donc en tout cas pour l'instant c'est trop prospectif, en tout cas pour que l'INSEE puisse se lancer dans des estimations de ce type. Oui, puis après, l'ambition de ce diagnostic, c'était déjà à peu près de répondre à ce qui était attendu dans le délai. Voilà, sachant qu'en plus, encore une fois, ce qui nous a un peu ralenti, c'est que la géographie du fonds n'a jamais été totalement clarifiée. Donc, on a mené des travaux un peu en temps masqué. Notre ambition, c'est que ça remplisse ce qui est attendu par la Commission au titre d'un plan de transition juste. On sait très bien qu'on n'aura pas de la donnée peut-être partout super précise, mais qu'au moins on puisse ensuite avoir aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un narratif qui tient la route entre les principaux impacts et puis les typologies d'actions et les actions et les projets qu'on viendra soutenir avec le fonds de transition juste. Donc tant qu'on est capable de faire cette boucle, il n'y aura pas de difficulté, quoi. Mais pour le moment, on n'a pas souhaité non plus forcément s'investir. On était déjà très contents d'avoir trouvé le soutien de l'INSEE pour avancer sur ce sujet.
Oui, bonjour. Merci pour la présentation de cette étude tout à fait intéressante. Moi, j'avais juste une petite question méthodologique par rapport aux indicateurs de facilité ou au contraire de difficulté à retrouver un emploi selon les types de métiers. Pour certains, j'ai été étonnée, comme par exemple conducteur de machines complexes ou de machines automatisées. Bien évidemment, ce ne sera pas dans le même secteur d'activité, mais on voit bien quand même des facilités pour ce type de salariés, avec un accompagnement formation, des facilités à retrouver quand même du travail dans la région. Donc voilà, je voulais connaître la méthode que vous aviez utilisée pour mieux comprendre en fait les résultats. Alors, en fait, on s'est appuyé sur une étude du ministère du Travail, donc de la DARES, pour identifier justement les éléments qui peuvent permettre de comprendre en fait ce qui impacte la reconversion. Donc, je ne suis pas rentrée totalement dans le détail, mais dans ces éléments-là, il y a notamment le rapport entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi sur le territoire dans ce métier-là précisément. Il y a ce qu'on appelle le taux d'écoulement de la demande d'emploi, donc combien de temps ça reste avant d'être employé, enfin combien l'offre reste à Pôle emploi par exemple, la part des projets de recrutement qui sont considérés comme difficiles de la part des employeurs. Donc on a tous ces éléments-là. Et puis après, on compare ça sur l'indicateur de tension à des choses qui éclairent en fait un peu l'origine des tensions, intensité à l'embauche, les choses sur les conditions de travail, la non-durabilité de l'emploi, qui peuvent expliquer qu'on a un peu plus de mal en fait à renouveler en fait les emplois de ce type. Et puis on met en lien en fait les arrivées, enfin les jeunes qui arrivent dans ces métiers, les entrées dans le métier en fait, et puis les sortants au sens des gens qui partent à la retraite. Donc en fait c'est l'équilibre de tous ces éléments qu'on a regardé pour identifier les métiers. Donc, on a vraiment regardé quelles étaient les personnes employées, et derrière au regard de tous ces éléments qui ont été mis au point par la DARES, on a justement pu quantifier un certain nombre de métiers. Donc c'est vrai que moi aussi, j'étais assez surprise sur les pilotes d'industrie lourde, parce qu'il me semblait que c'était plutôt des métiers sur lesquels on avait au contraire des facilités à trouver du travail, et puis il s'avère que pas tant que ça en fait. Donc après, ça ne veut pas dire que leur reconversion va être difficile. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que ça nécessitera sans doute un accompagnement, des formations, voilà, des choses comme ça pour aller peut-être vers d'autres types de métiers. Mais en tout cas, il y avait des métiers qui nous ont un peu plus surpris, mais la méthode nous a semblé suffisamment robuste et nationalement elle est utilisée. Donc peut-être encore une autre question. Dans le chat, en tout cas, je n'en vois pas. Oui. Hubert Revel-Dinger, LNG à nouveau. Oui, en tant qu'industriel, donc on a des projets sur la transition énergétique. Donc les projets ont leur complexité, mais aujourd'hui on ne traite pas du tout la dimension formation, emploi, recrutement. Donc est-ce que dans le cadre d'une candidature pour le fonds de transition juste, il faut avoir un volet là-dessus pour vendre nos projets lorsque le guichet sera ouvert? Je me risquais. Ou est-ce que c'est quelque chose que fait la région après, de façon plus globale? Je pense que du coup, ce qui sera peut-être, enfin moi, ma compréhension du sujet, c'est de dire que par rapport à un projet qui serait soutenu par le FTJ, il faut pouvoir aussi montrer son impact aussi en termes d'emploi, par rapport à voilà, ces impacts, enfin, les enjeux de la transition. Donc il y a de la perte d'emploi, par exemple, dans tel ou tel secteur. Il faut pouvoir quand même expliquer par rapport à ce projet-là, qu'est-ce que ça va apporter à ce territoire-là, en termes de diversification économique, et puis aussi en termes d'emploi. Donc je pense que ce volet-là, il comptera, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut développer tout un outil autour de ce sujet-là, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais en tout cas, encore une fois, je pense que même nous, en région, je pense qu'on regardera cet aspect-là d'un projet à l'autre, de regarder quelque part qu'est-ce que ça apporte en termes d'emploi à investissement équivalent, quoi. Pour des projets subventionnés par les collectivités, il y a toujours une dimension emploi, mais moins fouillée que ce qui a été présenté là dans le lycée. Voilà. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'atténuer des conséquences. Voilà, donc je pense qu'on regardera quand même le côté combien on met sur ce projet et qu'est-ce qui permet de développer comme emploi local. Ok, merci.
pense qu'il y a le côté emploi, puis il y a le côté émission de CO2 aussi. Oui. Voilà. Je pense qu'il y a clairement aussi, enfin, dans les projets, enfin, il y a clairement des questions de la commission sur quel impact sur la baisse du dioxyde de carbone ou la création d'emplois complètement décarbonés, quoi. De toute façon, enfin, vu la typologie d'action qui est quand même engagée, notamment dans le deuxième cercle, on est quand même plutôt sur des typologies d'action en lien avec des activités plutôt décarbonées. On parle d'énergie renouvelable ou de choses comme ça. Et quand on connaît la définition des énergies renouvelables de l'Europe, elle est quand même relativement restrictive. Donc voilà, mais encore une fois, le sujet va pas forcément. Enfin, je voudrais pas entretenir l'ambiguïté entre. On n'est pas nécessairement sur des projets qui sont là pour décarboner. On est vraiment pour créer une diversification économique basée, je dirais, sur un modèle moins carboné. C'est pour ça que le soutien, par exemple, il est très fort sur l'énergie renouvelable. Donc on va retrouver ces éléments-là dans le projet de règlement, mais c'est vrai que c'est aussi un peu ce qui ressort des éléments de diagnostic. Je sais pas, enfin, si on prend l'exemple du port, ça n'a pas été quantifié exactement le risque de perte d'emploi, c'est difficile, mais on pourrait très bien se dire que du coup, on investit dans le port justement parce que ça va venir en développant tel projet, compenser une partie des pertes d'emploi attendues liées à... Voilà, c'est ça qu'il faudra réussir à chaque fois à expliquer pour tous les projets qu'on inscrirait au titre du FTJ. C'est vrai que pour le port, j'ai dit qu'on n'avait pas quantifié sur les activités maritimes, mais sur les activités non maritimes, elles sont directes, parce que les activités non maritimes, c'est toutes les entreprises qui utilisent l'infrastructure portuaire. Donc par définition, s'il y a une entreprise qui ferme, elle n'utilise plus l'infrastructure et ça peut remettre en question une partie du fonctionnement de l'infrastructure. Peut-être oui. Pour compléter. Vas-y Sophie, on comprendra la question juste après. Vas-y Sophie. Sur le point, le PTTJ, il attend vraiment en fait qu'on puisse indiquer quels sont les secteurs qui vont être en déclin et qui vont devoir voir leur activité en fait se transformer. Et du coup, d'estimer en effet les pertes d'emploi ou les besoins de transformation de compétences en fait. Donc on est vraiment dans cette logique-là. C'est vraiment ce qui nous est demandé dans le plan de transition juste. Voilà, donc après, c'est en fonction du territoire et de la transition qui va se faire et qui doit se faire, en fait, compte tenu des objectifs à 2030 et 2050 qu'on a présentés. Et c'est de vous pouvoir estimer sur ce territoire-là quels sont les secteurs les plus impactés. Et du coup, ceux qui peuvent... en fait, il faut aussi pouvoir identifier les potentiels, en fait, de développement économique pour justement venir compenser cette perte d'activité. Vous avez une question ? Merci beaucoup, Omar Alaoui du Port. Et donc, je continue sur un peu le sujet d'investissement sur les infrastructures portuaires. En fait, je voulais savoir si la compensation en termes d'emploi est censée être comptable ou est-ce que ce serait de la formation pour accompagner les emplois et les réaffecter à une autre activité économique. Alors, j'imagine que ça devrait être les deux, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ce point, s'il vous plaît ? J'ai compris qu'il fallait... vous posiez la question d'une démonstration comptable, c'est ça ou Alors en gros, est-ce que c'est de manière comptable, on va, par exemple, s'il y a un projet qui va permettre de répondre à cette demande, est-ce que c'est une compensation comptable, c'est-à-dire en termes de nombre d'emplois perdus, nombre d'emplois gagnés dans le changement d'activité économique, ou est-ce que c'est de la formation qui va accompagner les employés pour être réaffectés à d'autres activités économiques? Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est-à-dire qu'il y a les deux volets. C'est-à-dire que, ou alors j'ai mal compris votre question, mais il y a une partie des 69 millions qui sont vraiment là pour soutenir des activités de reconversion. Voilà, ça c'est les 21 millions d'euros. C'est l'objet de l'atelier là sur les compétences. Et après on a 48 millions d'euros qui sont disponibles pour plutôt de l'investissement, dans lequel il faudra être capable, sauf si on est vraiment sur des incubateurs, des choses comme ça, pouvoir expliquer en quoi il constitue une réponse aux principaux impacts identifiés sur le diagnostic. Finalement, les principaux impacts du diagnostic, c'est de dire il y a un impact très fort sur la branche énergie et c'est un impact très fort, on va dire, sur le complexe industriel-portuaire. Voilà.
sur le territoire du parc de Cordemais, ça permet quand même de couvrir un certain nombre d'activités assez larges. Et à partir de là, il faudra expliquer pourquoi ce projet constitue une réponse à cet enjeu. Voilà, encore une fois, c'est juste que pour la commission, si on n'est pas capable d'écrire ça, elle considère que du coup, il y a d'autres sources de financement. Si c'est pas un projet rattaché, il y a le FEDER ou il y a d'autres choses. Enfin, voilà. Donc après, c'est un fonds nouveau, moi, puis je sais pas jusqu'à quel degré. Je suis pas sûr que dans la guidance ils aient mis des éléments aussi précis que ça. Mais on est aussi sur du narratif, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer en quoi ça répond. C'est pas forcément après une dimension comptable ou chose comme ça. Hein. Donc il faut que ça réponde à cet objectif, qui est l'objectif unique du FTJ, c'est en quoi ça atténue les effets de la transition carbone. Et après, d'être capable de le décliner au niveau territorial. Donc par exemple, je pense que pour le port ou pour autre chose, on serait tout à fait capable d'expliquer les risques pour le port de cette transition, et puis de dire ce projet, évidemment, il va permettre de développer une même économie au même endroit, et éventuellement de reconvertir peut-être à cette occasion un certain nombre de travailleurs. C'est ce genre de narratif et d'argumentation qu'il faudra être capable d'expliquer. Voilà. Mais il n'y a pas une grille à ce stade, donc pas à ma connaissance, à remplir en disant... voilà. Enfin, je parle sous le contrôle de Sophie, mais moi c'est ma compréhension. Non, il n'y a pas de grille aujourd'hui, mais il va y avoir une négociation avec la Commission européenne. C'est-à-dire que l'on va écrire notre narratif, il va falloir aussi le quantifier, le chiffrer, il y aura des cibles, des indicateurs qu'on va se donner. Et puis ça, on va le présenter en fait à la Commission. Donc c'est elle qui va faire une analyse et qui, au regard de ce que l'on aura pu mettre dans la partie un peu diagnostic de l'évaluation qu'on disait tout à l'heure, des secteurs qui perdent, combien d'emplois on peut perdre, etc. Et quelles sont les alternatives et les potentiels d'activité. Du coup, quelles cibles on se donne en termes de développement économique. Il y a des cibles de CO2 aussi qui seront également à mettre en termes de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça va être tout ça en fait que l'on va présenter à la commission et qui elle va faire son analyse de son côté et qui va dire ce que vous me présentez, ok, il y a une logique au regard de votre territoire, des éléments chiffrés que vous me présentez, de l'argumentaire, c'est bon pour moi, je valide. Ou dans le dernier courrier qu'elle a fait vis-à-vis de la France, elle a dit excusez-moi, j'ai pas assez d'éléments chiffrés, il m'en faut plus, dites-moi la logique. Donc il n'y a pas complètement une grille préétablie, il y a quand même un modèle de plan de transition juste, on sait à peu près les rubriques qu'il y a dedans. Mais après, voilà, il n'y a pas aujourd'hui un chiffre préécrit et préétabli. Ça va être dans le cadre de l'échange avec la commission, et on va dire la pertinence et la cohérence de notre argumentaire qui va pouvoir faire que ça fonctionne. Et puis après, il faut y aller par étapes, c'est-à-dire que on verra dans les ateliers après, mais l'idée c'est déjà de commencer à déterminer des domaines d'action prioritaires, et après d'arriver à la dimension projet. Mais déjà, dans le menu, en tout cas la volonté de la région, c'est pas forcément d'ouvrir l'intégralité. En plus, il n'y a que 48 millions, hein, entre guillemets, c'est pas non plus si énorme que ça sur une période qui va jusqu'en 2029. Il y a les contraintes de gestion, et puis il faut être aussi crédible, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même avoir des éléments un petit peu prioritaires de ce territoire, plutôt que d'avoir un menu où on ouvre tout, entre guillemets, et en se disant on va essayer de coller tous les projets comme on peut, quoi. Voilà. Ça, je pense que ça ne marchera pas trop auprès de la commission. C'est déjà difficile quand on a cette approche-là sur le FEDER classique, et là, comme on est sur un projet, enfin un fonds dont la spécificité, c'est que le diagnostic territorial est quand même assez prépondérant. Là, l'idée, déjà, ça serait lors des ateliers d'essayer de déterminer c'est quoi les 4-5 principaux domaines d'action sur lesquels on peut essayer d'insister. Et puis après, viendront se rattacher des projets, mais les projets en tant que tels ne figureront pas dans le plan de transition juste. Voilà. C'est pas comme le pacte de Cordemais au sens où on a une liste de projets. Là, on est sur des typologies d'action en fait, et dans lesquelles évidemment on essaiera de rattacher évidemment des projets préidentifiés, mais ils figureront pas dans une annexe du plan de transition juste. C'est pas prévu comme ça par la commission. Voilà.
Je ne sais pas si les collègues de l'adresse, ou je crois qu'il y a la DGEFP aussi qui est connectée en ligne sur cet aspect-là, en termes un peu de ce qui peut être attendu par la Commission d'un plan de transition juste, par comparaison aussi avec les autres régions, s'ils auraient quelques compléments à apporter en termes d'analyse. Je sais qu'il y avait Florine Hubert qui était normalement connectée. Oui, bonjour, je suis en ligne. Donc du coup, la question porte un peu sur l'éligibilité côté volet social. J'étais pas sûre d'avoir bien saisi ce qu'on attendait de moi. Je sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend bien. Alors moi, parce que du coup... Moi, j'avais l'impression que la question, elle portait plutôt sur... Enfin, à la fois, éventuellement, on peut toujours rappeler votre perception de l'éligibilité du volet social, parce qu'après tout, la région n'est pas forcément la mieux placée pour apporter tous les éléments de réponse sur ce sujet. Et je pense que c'était la question à l'échelle des projets de savoir exactement comment on mesurait le degré, je dirais, de participation à la réponse aux impacts. Mais ça, c'est cet élément-là, sauf si vous avez des éléments perçus dans d'autres régions. Moi, je le redis, je pense que le sujet, c'est déjà, dans un premier temps, d'identifier les domaines qui répondent principalement aux principaux enjeux, aux principales conséquences de la transition décarbonée. Et le moment venu, je pense que du coup, les projets, ils s'intégreront tout naturellement là-dedans. Oui, de notre côté, il reste aussi encore de toute façon beaucoup de questions, donc c'est difficile d'aller pour l'instant jusqu'au niveau projet. On essaye déjà d'y voir plus clair en termes d'éligibilité au niveau des publics notamment, et donc ça fait l'objet actuellement de discussions avec la Commission européenne. Donc pour l'instant, nous, ce qu'on a fait avec les différentes DRET avec lesquelles on a eu des échanges, et parfois aussi avec les départements, c'est surtout de voir quels seraient un peu les besoins en fonction des territoires, et de faire tester en fait ces différentes hypothèses auprès de la Commission européenne. Et pour cela, on a envoyé en fait un document pas très longtemps, enfin à peu près au même moment que la NAF, pour faire tester un peu du coup les types d'opérations qu'on envisageait. Oui, je pense que c'est comme souvent, il y a un sujet un peu d'interprétation des textes. En plus, tout n'est pas forcément dedans. Donc il y a un petit travail à chaque fois itératif de savoir si on a bien compris. Là, je pense que ça sera un peu la même chose à l'issue des ateliers, en fonction des pistes, domaines, typologies d'action qui ressortiront. On pourra essayer de les tester auprès de la Commission, sachant que les éléments de diagnostic, on les a déjà partagés avec la Commission. Pour le moment, on n'a pas vraiment eu de retour explicite pour savoir si ça répondait à leurs attentes. Donc voilà, là on reste aussi sur un point d'interrogation. On espère qu'en tout cas, pour une bonne partie, ça permettra de répondre à ces attentes. Puis on avait quand même souligné auprès de la Commission que, notamment c'était vrai sur la partie diagnostic, il fallait juste qu'ils prennent en compte que, compte tenu du calendrier du FTJ, c'était pas possible en l'espace de 3 ou 4 mois de se lancer dans des études hyper poussées et hyper précises, et qu'il fallait qu'ils restent aussi un petit peu pragmatiques. C'était un son de cloche qui revenait aussi d'autres régions, donc on espère qu'ils arriveront à l'entendre le moment venu, et qu'on sera sur des éléments un peu macro et suffisamment convaincants, mais qu'on ne nous demandera pas d'aller chercher l'impact à l'emploi près de telle ou telle activité ou tel projet. Voilà. Mais comme on l'a dit au départ, c'est vraiment... déjà, les fonds européens ne sont pas toujours très simples, mais alors là, on est sur un objet qui évolue fréquemment, y compris du point de vue... de l'expression de la Commission. Voilà. Donc allons-y pas à pas, et puis on va réduire à chaque fois la zone d'incertitude, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie diagnostic? Parce que sinon, je proposerais bien de basculer, si j'en crois l'ordre du jour qu'on s'était fixé sur la partie atelier. Donc, alors normalement vous êtes inscrit au préalable dans l'un ou l'autre des deux ateliers. Je rappelle qu'il y avait un atelier sur la diversification économique. Donc là, les personnes qui sont inscrites restent dans l'hémicycle ou restent en ligne. Et puis pour l'autre atelier sur la partie sociale et compétences, ça se déroule en salle du bureau. Donc vous sortez immédiatement à droite. Et normalement vous avez reçu un nouveau lien pour une autre boucle Teams pour les gens qui seraient
donc en ligne. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient déjà connectées un petit peu en avance de phase. En termes d'organisation, donc là il est 15h à peu près 30, on s'était donné à peu près jusqu'à 17h15 pour finir ces travaux, pour avoir un petit temps de restitution en commun sur ce qui s'est dit dans chacun des deux ateliers, et puis pouvoir conclure et puis se donner un petit peu des perspectives avec les prochaines étapes dont j'ai déjà un peu parlé, mais sur lesquelles je pourrais revenir un tout petit peu plus précisément. Voilà, donc ceux qui restent pour la diversification économique, ça se passe ici. Pour les personnes sur compétences et volet social, je le redis, vous sortez de l'hémicycle, plutôt par cette porte-là, la salle du bureau, et normalement, c'est pareil pour les gens qui sont en ligne, il y a un nouveau lien, qui est déjà d'ailleurs actif, je vois. Voilà. Et puis à tout à l'heure, donc vers 17h15 si possible, pas trop déraper, pour la restitution en commun. Merci.